Génie Climatique Magazine vous présente Direction, la voix des dirigeants du génie climatique. Retrouvez toute l'actualité du secteur sur génieclimatique.fr. Bienvenue dans Direction, le podcast des décideurs du génie climatique. Mon invité de ce jour a cofondé avec son frère Virgile l'entreprise MyLight System, devenue MyLight 150, qui bouscule les codes de l'abonnement et des consommations d'électricité. Elle en est toujours co-dirigeante. Ondine Suavet, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, vous allez nous présenter rapidement MyLight 150, fournisseur d'électricité, opérateur de service. On est un tout petit peu en dehors du génie climatique, mais on va voir qu'en fait, on est en plein dedans. Oui, alors MyLight 150 a été créé il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. On est une entreprise lyonnaise et aujourd'hui, on a à peu près 200 collaborateurs. Et en fait, aujourd'hui, on va allier 3 grands métiers. Le premier métier qui va être la production d'énergie solaire. Donc, on va permettre aux gens de produire leur propre électricité. Ensuite, le deuxième métier, c'est la gestion d'énergie. Et là, on va tout de suite rattacher le lien avec le génie climatique puisqu'on va adresser les 3 grands consommateurs de la maison que sont le chauffage, la borne de recharge, donc le véhicule électrique et l'eau chaude sanitaire. Et après, le dernier métier, c'est celui de la fourniture que l'on couple avec l'algorithmie et la gestion intelligente. Donc, en fait, on va s'organiser pour que les gens baissent leurs factures de manière massive, plus de 80%, en faisant en sorte qu'ils consomment au moment où ils produisent leur propre électricité. Ce que je voudrais que vous nous clarifiez pour nos auditeurs qui ne sont pas des spécialistes de l'électricité, c'est ce qui se passe sur le marché de l'électricité dans ces derniers mois, ces dernières années. On a vu des hausses de prix, des baisses de prix. On entend beaucoup de choses sur l'électrification des usages, mais tout n'est pas au rendez-vous. Comment vous lisez ce qui s'est passé ces 3-4 dernières années, disons depuis fin de Covid ou début de guerre d'Ukraine? C'est peut-être plutôt l'Ukraine que le Covid d'ailleurs. Oui, alors en fait, après le Covid, il y a eu un rebond économique qui a augmenté la demande en consommation d'énergie et donc en électricité. Et en parallèle, donc, il y a eu vraiment des phénomènes conjoncturels puisque nous avons eu la guerre en Ukraine en février, qui a amené une grosse tension sur le marché du gaz, avec cette peur de ne pas avoir assez de gaz en Europe. Et il faut savoir que le prix de l'électricité est indexé à celui du gaz. Donc là, on a connu des pics de prix de l'électricité qui, en plus, ont été accentués par le fait qu'on a eu une baisse de disponibilité de notre parc nucléaire historique, puisque pendant le Covid, ils n'ont pas pu faire ce qu'on appelle le grand carénage, qui sont les maintenances des centrales nucléaires. Et donc, cela a entraîné un décalage de ces plans de maintenance et une baisse de disponibilité de nos centrales. Et ce double effet a vraiment créé une peur panique sur les marchés de l'électricité, une explosion des prix, qui a en plus été accentuée pendant l'été, puisqu'on a eu une sécheresse, si tout le monde s'en souvient. Et là, on a connu une baisse historique de la production de nos barrages hydrauliques. Donc, vous mettez ces 3 phénomènes ensemble, vous avez un pic vraiment conjoncturel des prix de l'électricité. Et après, il y a un phénomène qui est plus structurel, qui est celui du développement massif des énergies renouvelables, donc qui est un mouvement qui a démarré plutôt fin des années 2000 en Europe, avec la volonté de décarboner et également de reprendre un peu de souveraineté énergétique, puisque l'énergie renouvelable est une électricité produite localement. Et donc, en fait, ce phénomène de déploiement des énergies renouvelables a été complètement accentué par cette crise de 2022. Et on a ensuite cette crise, on est un peu passé outre, elle est retombée avec de nouveau de la disponibilité de nos centrales nucléaires fin 2022, un léger ralentissement de cette surchauffe post-Covid côté économie et donc une baisse de la demande d'électricité. En parallèle, les nouvelles capacités d'énergie renouvelable commençaient à être disponibles. Donc, vous aviez moins de demandes en 2023 et plus d'offres en 2023. Les courbes commençaient à se croiser. Et là, les prix de l'électricité se sont dégonflés assez rapidement pour de nouveau atteindre des prix extrêmement bas. Et là, je vous parle des prix spot sur le marché de l'électricité. Ce ne sont pas les prix que voient les consommateurs. On va regarder en parallèle ce qui se passait chez les consommateurs. Et donc, on est retombé en 2024 avec une baisse des prix extrêmement bas, voire par moment, quand il y a énormément de renouvelables, des prix négatifs. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on arrive à une électricité extrêmement compétitive. Donc, voilà ce qui s'est passé sur ces 3 années. On a aussi eu en parallèle un sujet côté demande, donc une hausse de la demande très très forte en 2022, puis une atténuation. On voit bien que le marché du véhicule électrique est moins dynamique
le marché de la pompe à chaleur est moins dynamique. Et donc, il y a une baisse de l'électrification des usages. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup plus d'offres d'électricité que de demandes et donc des prix bas. Cette électrification des usages, elle a été un petit peu contrariée aussi par une baisse de la demande liée au plan d'économie d'énergie, au plan de sobriété que les gouvernements successifs ont engagé pour limiter les consommations face à l'explosion des prix. Et finalement, cette part-là, elle ne revient pas une fois que les prix baissent. Oui, alors, c'est vrai, je n'ai pas rebondi sur l'aspect consommateur. Le consommateur, en France en particulier, a été énormément protégé face à cette surchauffe. Il y a eu la mise en place d'un bouclier tarifaire qui a coûté plus de 100 milliards d'euros à la France sur 3 ans, où le gouvernement a protégé le consommateur. Il a quand même subi une hausse significative de son prix de l'électricité, 40% sur 18 mois. Mais ce n'est absolument pas comparable par rapport à nos voisins qui ont vu des hausses de 100% sur moins d'un an. Donc le particulier et le consommateur final a vraiment été protégé pendant cette crise. Et là, on est un peu en train de rattraper. En fait, on a atténué la hausse sur plusieurs années au lieu de la faire subir sur une période très très courte de 2022. Et l'électrification des usages, en effet, enfin la demande d'électricité, en effet, en 2022, on a commencé déjà à voir le sujet de l'électricité au journal de 20h, ce qui n'était pas historiquement le cas, puisqu'il y avait une espèce de confort en France de se dire on a un parc nucléaire extrêmement développé, on n'a pas de problème d'électricité, on a une offre extrêmement abondante. Et on a découvert de manière brutale que oui, on pouvait avoir un problème de demande et qu'il allait falloir lancer des démarches de sobriété. Et ces démarches de sobriété, qu'est-ce que ça a été ? Encourager les gens à baisser leur chauffage. L'éclairage urbain. L'éclairage urbain, on voit bien qu'il y a énormément de mairies qui éteignent dans la nuit quand il n'y a personne. Et ces habitudes-là, elles sont restées alors que les prix ont commencé à baisser. Et il n'y a pas eu d'autres usages d'électrification qui auraient pu soutenir cette demande d'électricité. Donc, si je résume, on est dans une situation où les énergies renouvelables ont explosé en termes de capacité, la demande se stabilise plutôt à un niveau bas, et du coup, on a des surplus de production, et donc, on tape sur les énergies renouvelables au lieu peut-être de s'interroger sur l'électrification du monde. C'est comme ça que vous lisez ce nouvel arrêté tarifaire sur le photovoltaïque. C'est au fond des pouvoirs publics qui ralentissent la course parce que, en fait, trop d'électricité, ça sert à rien. Alors, je pense que je ne lirai pas l'arrêté tarifaire avec le fait qu'aujourd'hui, on a trop d'électricité, donc il faut ralentir le renouvelable. Je pense qu'on n'a pas encore trop d'électricité, puisque 2/3 de notre énergie, je pense que c'est encore important de le rappeler, vient du gaz et du pétrole et donc est importé. Donc, on a encore un enjeu de produire plus, mais évidemment de le coupler avec une consommation de plus en plus électrique. Donc cet enjeu-là reste encore extrêmement vivant, extrêmement vivace. Ce qui s'est passé avec l'arrêté tarifaire, qui a été extrêmement brutal, c'est un peu les pouvoirs publics ont réalisé d'un coup que le photovoltaïque en particulier était devenu compétitif et avait atteint son niveau de maturité, qui est quelque chose... en fait, le photovoltaïque se développe depuis 20 ans et aujourd'hui, on arrive à une énergie compétitive, déployable à grande échelle, produite à grande échelle. Et effectivement, le mécanisme d'aide n'était plus adapté au niveau de maturité du photovoltaïque d'aujourd'hui. La manière dont cet arrêté a été passé a été, pour le coup, beaucoup trop brutale pour que la filière puisse s'adapter, puisque ça a été décidé en quelques semaines. Il y a même eu à un moment donné une discussion, une rétroactivité qui a été annulée, heureusement. Donc ça a été beaucoup trop brutal. En revanche, on voit bien qu'aujourd'hui, des modèles non subventionnés, comme celui qu'on déploie, connaissent une attractivité forte parce qu'on assure des rentabilités en moins de 10 ans qui sont, pour du matériel garanti 20-30 ans, des retours sur investissement tout à fait acceptables par le consommateur. Et nous, aujourd'hui, on accueille plus de 1000 clients par mois et ça ne fait que de s'accélérer, alors que nous ne bénéficions d'aucune aide d'État. Je pense que l'arrêté, il fallait le faire. La manière dont ça a été fait n'est juste pas adaptée à une filière qui a besoin de temps pour s'adapter et repenser son modèle. Donc un problème de méthode plus que de fond. Venons-en à votre modèle. Donc 1000 clients supplémentaires par mois, pas d'aide.
Vous êtes fournisseur d'énergie et si on résume un peu rapidement, vous cherchez quelque part à ne pas leur vendre du kilowattheure à tout prix, mais plutôt un service qui va maximiser l'autoconsommation de l'installation photovoltaïque. Je pense qu'il faut que vous détailliez un peu ça pour que la communauté des acteurs du génie climatique qui nous écoutent comprennent ce modèle économique qui est assez disruptif, comme on disait il y a une dizaine d'années quand les startups étaient à la mode. Alors, en effet, quand on promet de baisser une facture de 80%, une facture d'électricité, voire même d'énergie, puisque notre modèle encourage l'électrification de la maison, ça veut dire qu'on ne vend plus beaucoup d'énergie en tant qu'électricien ou fournisseur d'électricité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on commence à arriver à des moments avec, en moyenne, des prix de l'électricité qui tournent autour de zéro, mais en fait qui ont des gros pics et des gros creux, donc l'enjeu n'est plus tellement de fournir et de vendre du kilowattheure, l'enjeu est d'aider la maison et le consommateur à naviguer au milieu de cette mer agitée avec des prix spot très très chers ou des prix extrêmement bas quand il y a trop d'énergie. Et donc nous, ce que l'on fait, on va forfaitiser un service, donc il va y avoir un prix fixe de votre facture, donc la facture ne devient plus une angoisse, ça devient un prix fixe, anticipable, connu. Et ce prix fixe, va nous permettre de déployer toutes nos compétences en, par exemple, parlons à vos auditeurs climaticiens, la pompe à chaleur. On va éviter qu'elle tourne autour de 8 heures du matin, qui est un pic de demande d'électricité. On va s'organiser pour qu'elle tourne de 6 heures à 7h45. À 7h45, on l'arrête. On utilise l'inertie de la maison pour ne pas impacter le confort du client. Et ensuite, elle va reprendre gentiment après le pic que les marchés connaissent, le pic de demande que les marchés connaissent autour de 8h30, 9h du matin, où là, on voit une stabilisation et une baisse des prix. Donc voilà ce qu'on va faire. Et pour bénéficier de ce service, le client, il paye ce prix fixe. Et sur la pompe à chaleur en particulier, on va même au-delà, puisqu'on assure une baisse par rapport à son tarif réglementé sur la consommation de la pompe à chaleur de 30%. C'est ce que vous résumez sous cette formule qui n'est pas immédiatement compréhensible, mais qui dit un peu tout finalement, de batterie virtuelle. C'est-à-dire que l'installation photovoltaïque produit des kilowatts qu'on utilisera plus tard sans forcément qu'il y ait de stockage physique. Oui, exactement. Alors, la batterie virtuelle, c'est le tampon entre le surplus et la consommation. Et c'est vraiment le moyen de mutualiser les besoins entre tous nos consommateurs, puisque nous, nos consommateurs sont aussi producteurs. Et donc, ça va être l'équilibrage en fait, permanent de notre consommation et de production et de tous nos particuliers. Batterie virtuelle, on entend aussi beaucoup de choses sur le stockage physique qui devrait être amené dans les prochaines années à voir ses prix s'effondrer comme ceux des panneaux se sont effondrés dans les 20 dernières années. C'est un sujet que vous regardez. En France, il est peut-être un peu en retard du fait d'un prix plus bas de l'électricité historiquement, mais on sent quand même que ça bouge et que ça y est, on va pouvoir peut-être commencer à installer des batteries dans les maisons. C'est une analyse que vous partagez ? Oui, bien sûr, la batterie physique va arriver très vite. Elle est complètement compatible avec la batterie virtuelle. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont deux usages vraiment complémentaires. La batterie physique, elle va vraiment servir, et on le voit déjà dans certaines zones du monde. Hein. Vous prenez la Californie, par exemple, où vous avez 10 gigawatts de batteries installées qui permettent à peu près que 15% de la consommation passe par ces batteries pour effacer les fameux pics du matin et du soir et beaucoup plus utiliser le potentiel de l'énergie solaire, puisque la Californie monte à 40% d'énergie solaire dans sa consommation. Donc ça sert à ça, la batterie physique, ça va gérer le matin et le soir. Et la batterie virtuelle, elle, va optimiser au global et sur toute l'année votre facture d'énergie. Donc ce sont deux sujets vraiment complémentaires. Et oui, la batterie physique arrive très très vite parce que les prix arrivent très très vite. Pourquoi ? La demande, en fait, n'est pas seulement la demande domestique, c'est aussi la demande du véhicule électrique. Et donc, vous avez des capacités de production absolument énormes, aujourd'hui majoritairement en Chine. Et ces capacités de production font que les prix baissent, les performances augmentent, etc. etc. À peu près la le même chose que dans le panneau. Exactement comme le panneau solaire. Vous parlez véhicule, justement, ça fait partie des briques que vous mettez au service du consommateur, de se dire, en fait, ma pompe à chaleur, elle ne va pas forcément me coûter très cher en électricité parce que j'ai une offre intelligente qui va
me permettre que les prix du kilowattheure soient bas, puisque je vais m'appuyer sur l'autoconsommation ou sur les moments de prix spot bas de l'électricité. Le véhicule, c'est le même raisonnement. Vous allez pouvoir piloter les périodes de charge et éventuellement regarder du côté du véhicule to grid pour que le véhicule ou véhicule to home pour qu'il serve de batterie d'appoint. Alors le véhicule, c'est encore mieux que la pompe à chaleur, puisque pour le coup, on ne le charge pas tous les jours. La pompe à chaleur, on a vraiment un besoin d'avoir tous les jours, et l'inertie d'une maison n'est pas de plusieurs jours, elle est plutôt de plusieurs minutes, heures. On peut pousser un peu en fonction de l'isolation. Le véhicule va se charger 2-3 fois par semaine. Et donc, on peut vraiment choisir à quel moment il se charge, et on peut avoir une promesse extrêmement intéressante, puisqu'aujourd'hui, on arrive à payer les gens pour qu'ils se chargent au bon moment. Alors, comment on arrive à payer les gens pour qu'ils se chargent au bon moment ? C'est vraiment un changement de paradigme. Avant, votre voiture thermique, aller au plein, c'était toujours un peu angoissant, puisque surtout avec les hausses et les baisses du prix de l'essence, plutôt les hausses, vous mettiez 50, 80 € dans votre voiture, et plus les années passaient, plus ça augmentait. Quand vous avez un véhicule électrique et que vous acceptez de le charger à un moment où il y a beaucoup trop d'électricité dans le réseau, eh ben, vous rendez service à ce réseau. Et donc là, vous pouvez tirer un bénéfice financier. Et typiquement, nous arrivons, à donner de l'argent à nos consommateurs pour qu'ils se chargent, et ils peuvent gagner 200, 300, 400 € par an pour se charger. Ça rejoint plus ou moins la problématique de l'effacement pour le bâtiment. C'est une chose dont vous êtes également partie prenante, de pouvoir, c'est une forme d'effacement finalement, de désactiver la pompe à chaleur sur les 2 heures de pic de réseau. Ça fait partie du modèle de MyLight 150 ? Oui, c'est au cœur de la distribution de valeur. C'est que non seulement on baisse votre facture parce que vous la produisez en partie, et en plus, grâce à nos algorithmes, vous allez rendre service au réseau. Ces services sont rémunérés, soit sur le marché de l'effacement, le marché de la flexibilité, ou tout simplement parce que nous, en tant que fournisseurs, on va mieux acheter notre électricité. Et donc, on partage cette valeur avec la personne qui souscrit à notre offre. Pourquoi des chauffagistes, qui sont les acteurs clés du génie climatique, devraient s'intéresser ou s'intéressent déjà à MyLight 150, et inversement, pourquoi vous vous intéressez à eux ? C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé électricité, en même temps on voit bien que derrière il y a du chauffage. Comment vous articulez ces deux mondes qui, concrètement, au quotidien, ne sont pas tout à fait les mêmes entre le monde de l'électricité et le monde des systèmes thermiques ? Alors, les systèmes thermiques consomment de l'électricité, il ne faut pas l'oublier. Et quand une maison passe en pompe à chaleur, c'est une maison qui devient plus électrifiée. Et d'ailleurs, nous, on se rend bien compte que nos clients, 70% d'entre eux, possèdent une pompe à chaleur. Donc, en fait, vous vous équipez en pompe à chaleur parce que c'est un marché qui est historiquement plus mature. Et ensuite, vous vous rendez compte que vous avez votre facture qui augmente. Vous cherchez une solution pour cette facture. Vous arrivez à la solution de MyLight 150. Donc, pour un chauffagiste, pourquoi s'intéresser à cette solution ? C'est qu'on va vraiment aider à accélérer le retour sur investissement de la pompe à chaleur, puisque il va électrifier et il va ensuite donner une solution pour avoir un des kilowattheures les moins chers du marché en produisant sa propre électricité. Donc, on va encourager en fait l'équipement de la maison en pompe à chaleur. Donc, ça transforme l'offre aussi de l'artisan ou de l'entreprise de chauffage, qui d'installation d'un équipement en arrive à apporter aussi une solution clé en main qui inclut la question du kilowattheure. Oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un s'équipe en pompe à chaleur, la première chose qu'il demande, c'est ma facture après, en fait. Ma facture avant de gaz, ma facture après d'électricité. Et si cette facture après ne permet pas de rentabiliser son investissement de pompe à chaleur, cela va freiner l'équipement. Et donc, nous, on va permettre de baisser au maximum cette facture après équipement. Merci beaucoup, Ondine Spavet. Merci à vous. C'était Direction, le podcast proposé par Génie Climatique Magazine. Actualité réglementaire, chantier, innovation. Découvrez toute l'info du secteur en vous abonnant dès aujourd'hui sur génieclimatique.fr.